Yes. Bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous encore une fois. Ce soir, je vais vous présenter un petit rappel sur la défibrillation, puis les bases de programmation des défibrillateurs. Avant de parler de la technologie des défibrillateurs, il est très important de parler de quelques notions de base. Il faut déjà citer ce qu'un défibrillateur va traiter déjà. Cette fibrillation ventriculaire, on sait que le principal mécanisme de sa genèse est un phénomène réentrant. Et je vous apprends rien. Pour qu'une réentrée se crée, on a besoin de zones de bloc anatomique unidirectionnelles et une disparité de périodes réfractaires. Pour que cette zone de bloc ait le temps de sortir de sa période réfractaire en rétrograde et donc de perpétuer la rythme. Cependant, la réentrée peut être démontrée même en l'absence d'un obstacle, comme on peut le voir dans cette figure qui décrit le mode d'activation d'une stimulation avec un train de base de 500 millisecondes dans une préparation isolée de ventricule de lapin. On fait un extra-stimulus après un délai de 56 millisecondes. On remarque que la propagation vers la gauche, vers la gauche dans le tissu récupéré et un blocage à droite où la période réfractaire n'est pas encore terminée. Mais la propagation revient dans cette région après un délai de sorte que la zone de blocage devient maintenant excitable. Et après, sur la figure en bas et à gauche, premier cycle de la tachy, donc il s'agit d'un circuit réentrant qui n'implique pas un obstacle de conduction comme on a dit dans l'autre diapositive, mais repose plutôt sur les propriétés de récupération inhomogène des cellules. Donc soit on a des disparités de propriétés des périodes réfractaires entre les cellules, donc c'est des blocs dits fonctionnels, soit des blocs qui sont dits anatomiques. L'objectif de la défibrillation est de synchroniser le rythme cardiaque pour l'ensemble du myocarde, en mettant fin à cette activité fibrillatoire avec comme objectif final le retour en rythme sinusal. La physiopathologie de cette défibrillation est en fait très complexe et beaucoup de théorèmes ont été proposés pour démystifier ce phénomène et le rendre plus clair. Premièrement, l'hypothèse de la masse critique, on sait que le mécanisme de base de la défibrillation est supposé être l'interruption des fronts d'activation par la dépolarisation du tissu réfractaire ou non par ce champ de défibrillation. Cependant, il a été démontré euh, que tous ces tissus ne sont pas nécessairement activés pour mettre fin à la fibrillation. Seule une quantité critique, souvent suggérée comme étant 75%, comme le suggère cette étude, de la masse myocardique totale est requise pour arrêter une fibrillation ventriculaire. Cela a été testé sur une étude expérimentale menée par l'équipe de Zips qui montre qu'après induction d'une arythmie par stimulation ventriculaire rapide, que l'injection de potassium sur plusieurs coronaires peut induire une défibrillation alors que son injection sur une seule coronaire, exemple la coronaire droite ici, a peu de chances d'arrêter cette fibrillation et donc tout l'intérêt de cette théorie de masse critique. La deuxième théorie repose sur le concept de la limite supérieure de vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? En fonction de l'intensité et du moment du choc délivré, l'effet peut être inversé. Un choc de forte intensité synchronisé sur le QRS peut réduire une arythmie ventriculaire, alors qu'un choc de très faible intensité d'environ 1 joule durant la période ventriculaire en sommet de l'onté peut provoquer une arythmie ventriculaire. Cet effet paradoxal, il existe une relation linéaire entre ces deux effets opposés. Cette hypothèse ayant été confirmée par différents modèles animaux et des études chez l'homme. Une valeur, on a testé des valeurs directement liées au seuil de défibrillation qui existent ce jour, au-dessus de laquelle un choc ne provoque pas d'arythmie. Tout cela pour arriver aux objectifs de la défibrillation. C'est évidemment mettre fin à l'arythmie, mais il faut savoir qu'en même temps, il ne faut pas réinduire cette arythmie par le choc. Et en même temps, il faut rétablir un rythme sinusal post-choc électrique. Il faut rappeler de quoi est composé ce système de défibrillation. Comme tous les stimulateurs, il est composé d'un boîtier et de sondes. Le boîtier est composé de coques étanches en coque étanche en titane, une batterie et un module électronique et un autre module d'ergonomie. Et finalement, un connecteur pour lier ce boîtier aux sondes. Tout d'abord, la batterie. Pour les défibrillateurs, on utilise une pile lithium oxyde de vanadium, contrairement à celle du pacemaker qui fonctionne avec une pile au lithium iodé, souvent insuffisante dans ce cas. Cette batterie se compose principalement d'un circuit
à faible consommation d'énergie, permettant la stimulation, la production d'ATP, ainsi qu'un circuit à haute énergie qui est chargé là de délivrer les chocs électriques. Les critères d'usure diffèrent également de ceux d'un pacemaker, car ici, on ne mesure pas, et c'est très important de se rappeler de ça, on ne mesure pas la résistance ou l'impédance de la sonde pour dire que la batterie il est usée, mais plutôt la tension de sortie et le temps nécessaire pour charger le condensateur. Donc, le condensateur est un composant électronique. Il est essentiel. Il se comporte comme un réservoir de cette charge émise par la batterie. Donc, il permet de transformer cette petite énergie délivrée par la batterie de l'ordre de quelques volts à une haute énergie appelée énergie de choc. Ce condensateur est entouré d'une couche d'oxyde d'aluminium qui doivent rester intacte pour le bon fonctionnement du DI. Donc, il est important de se rappeler deux notions principales. La première est le temps de charge, qui désigne le temps nécessaire pour que le condensateur atteigne 65% de sa charge totale. Ce temps de charge s'allonge avec l'usure de la batterie, ce qui en fait un indicateur clé pour évaluer l'état de la batterie. La deuxième notion, c'est une notion très importante, c'est le reformatage du condensateur. On a dit que ce condensateur, il est entouré d'une couche diélectrique en aluminium, qui au fil du temps peut s'user et devenir fouillante. Ce reformatage constant donc permet de prévenir cette usure et d'assurer le bon fonctionnement du condensateur et donc le bon fonctionnement du DI. Après le circuit de charge composé de la batterie et le condensateur, on retrouve le circuit électronique. C'est une version miniature logée dans le boîtier qui représente le cerveau du défibrillateur. Il est responsable de la gestion de toutes ses fonctions, la détection des arythmies, la discrimination jusqu'à la délivrance des thérapies. Et enfin, on a l'extrémité proximale qui est le connecteur qui va relier la batterie avec les sondes. Il est unique pour les sondes DF4 et multiple pour les sondes DF1. Actuellement, on préfère des DF1 plutôt que des DF4 pour beaucoup de raisons. Pour les sondes de défibrillation, ils sont plus complexes que les sondes de pacemaker, mais généralement, ils sont plus fragiles. Ils ont deux électrodes de stimulation et de détection comme les pacemakers, mais ils ont en outre, en plus, des électrodes de défibrillation aux coils. Généralement, un seul coil, mais on a des sondes avec deux coils, un coil dans le VD et un coil dans la veine cave supérieure. Donc, il faut, et toutes ces sondes ont au moins une spire de défibrillation. C'est la spire de défibrillation à l'extrémité distale de cette sonde. Elle permet de délivrer un choc dans le ventricule droit. Les sondes à double spire de défibrillation ont une spire en plus dans la veine cave supérieure. Ces sondes sont peu utilisées maintenant ou si on a une spire au niveau de la veine cave supérieure, elle est généralement désactivée pour la programmation, pour la programmation des nouveaux DAI. Donc, ces derniers, il existe deux types de configuration, de conception de sondes de défibrillation qui diffèrent par la manière que pour cette sonde de détecter ce signal ventriculaire. Tous les deux, ils utilisent l'électrode distale. Donc, cette électrode distale, ils utilisent cette électrode distale euh, comme cathode. Mais on a soit une détection qui est bipolaire vraie, ça veut dire on a une détection entre le type et le ring, une détection dans une petite surface, ou on a une détection qui est appelée bipolaire intégrée. Ça veut dire qu'on détecte entre le type et le coil de VD. Il y a beaucoup d'avantages de la bipolaire intégrée par rapport à la vraie bipolaire. Il y a beaucoup d'avantages de la vraie bipolaire par rapport au bipolaire intégré, et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc, pour parler du bon fonctionnement d'un défibrillateur, déjà, il doit bien détecter les signaux rapides et de faible amplitude d'une fibrillation ventriculaire. Et il faut savoir qu'il ne doit pas détecter les signaux cardiaques autres que le QRS et les signaux extracardiaques. Ceci donc implique la programmation d'une sensibilité élevée et des périodes réfractaires qui sont courtes. Le seuil de détection n'est pas programmé à une valeur fixe, comme dans un stimulateur cardiaque, mais il s'adapte automatiquement par rapport à l'amplitude de l'onde R précédente. Donc là, euh, donc là, on a au début une période réfractaire ou blanking, comme le pacemaker, où le défibrillateur ne détecte pas les signaux. Cette période réfractaire, si on la programme très courte,
on peut détecter deux fois le QRS si on a des QRS larges. Si on programme trop long, on peut ne pas détecter des signaux de fibrillation ventriculaire. Et donc, il faut le programmer dans une zone intermédiaire. Après cette période, on a le niveau d'adaptation qui va être le niveau de sensibilité qui va être adapté. Donc, le niveau d'adaptation de la sensibilité débute à un pourcentage de l'amplitude de l'onde R. Par exemple, ici à 50% de l'onde R. Puis, il va diminuer progressivement jusqu'à atteindre la valeur minimale programmée. Donc, exemple ici de programmation d'une sensibilité avec ses conséquences. En gros, le défibrillateur, il est programmé à une valeur de sensibilité trop élevée. Donc là, il ne va pas détecter ces petits signaux de faible amplitude qui sont des signaux de fibrillation ventriculaire. Alors qu'en bas, la programmation d'une valeur de sensibilité très très basse va entraîner une surdétection de l'onde T. Donc, on va détecter le QRS lente T. Le QRS lente T, et le défibrillateur va considérer ça comme une tachycardie et il va probablement délivrer des chocs qui sont là, des chocs inappropriés. Et c'est ce qu'on veut pas. Donc, la première étape de la programmation d'un défibrillateur consiste à définir des zones de traitement. Donc, on programme généralement quatre zones. Une zone de bradycardie, donc généralement inférieure à 40 battements par minute, où une simulation cardiaque elle est nécessaire, notamment chez les patients, bien sûr, dépendants d'un simulateur. Mais cela peut être utile aussi pour les patients non dépendants pour traiter des bradycardies qui surviennent souvent après la réduction d'arythmie ventriculaire. Après la zone de bradycardie, on a des zones de surveillance. Donc, ces zones de surveillance, le défibrillateur va surveiller simplement le rythme sans délivrer de thérapie dans cette zone. Donc, aucun traitement ne va être envisagé dans cette zone tant que le rythme cardiaque reste stable. Après, on a une zone de tachycardie ventriculaire. Ici, on peut avoir une zone ou deux zones de tachycardie ventriculaire selon les appareils, selon la programmation, selon les patients. Donc, l'appareil ici va d'abord discriminer si ce rythme est d'abord une tachycardie ventriculaire ou une tachycardie supraventriculaire ou un bruit de sonde avant de passer de dire c'est une TV et de délivrer une thérapie. Et ça, c'est parmi les principales zones. Fonctions des défibrillateurs. Donc, c'est la discrimination. Dans la zone de fibrillation ventriculaire, cette zone va être programmée à des fréquences beaucoup plus élevées. Donc, le défibrillateur n'effectue généralement là aucune discrimination, sauf exception dans certains modèles comme ceux de Medtronic qui peuvent discriminer jusqu'à une limite supérieure à la limite de la tachycardie supraventriculaire. Au final, donc, ces zones, ils vont permettre d'adapter le traitement aux différents types de troubles de rythme cardiaque en fonction des caractéristiques des patients et des besoins cliniques de ce patient. Donc, comment se fait cette détection par le défibrillateur? Est-ce qu'elle se fait par fréquence, par intervalle ou par durée? Donc, que disent les recommandations? Toutes les études se partagent l'idée que des temps de détection plus longs entraînent une réduction des significatifs des chocs, appropriés ou non, ainsi qu'une diminution de la mortalité globale. Donc, il est recommandé de programmer des temps de détection qui sont longues et donc pour permettre en cas d'arythmie non soutenue, d'inhiber la thérapie et de ne pas consommer cette batterie et de ne pas augmenter la mortalité par les chocs. On sait bien que les chocs, ils augmentent la mortalité globale. Donc, les recommandations actuelles, ils préconisent un temps de détection plus long, consiste donc au moins 30 battements ou 6 à 12 secondes pour des fréquences cardiaques inférieures à 250 battements par minute. Donc, automatiquement, des temps de détection de 30 intervalles et 2,5 secondes sont recommandés pour des fréquences supérieures à 250 battements par minute. En ce qui concerne la fréquence cardiaque la plus basse qui doit être suivie d'une intervention, les recommandations préconisent que la zone de TV la plus basse débute à des fréquences entre 185 et 200 battements par minute. On peut envisager des exceptions à cette règle chez les patients jeunes, chez qui les algorithmes de discrimination ne peuvent pas différencier de manière fiable une tachycardie supraventriculaire d'une TV. Chez ces patients, on peut programmer une fréquence cardiaque plus élevée pour la zone de thérapie la plus basse. Mais à condition qu'il n'y a pas de DV cliniquement documenté chez ce genre de patient qui tomberait en dessous de cette zone et qu'on ne va pas pouvoir traiter. Donc, les recommandations d'experts
faite par l'HRS, l'EHRA en 2019. Ils ont regroupé tout le programmateur, ils ont établi des recommandations claires pour la programmation des défibrillateurs. Donc déjà, en ce qui concerne la détection, donc là, le résumé des appareils métroniques. Donc là, pour l'appareil métronique, il faut savoir qu'on programme pour la zone de fibrillation ventriculaire un compteur dit probabiliste. Ça veut dire il va compter un pourcentage et non pas un nombre de cycles consécutifs. Avec ici, par exemple, il va compter, par exemple, 30, il doit compter 30 sur 40 cycles dans intervalle dans la zone de fibrillation ventriculaire avant de dire que c'est une fibrillation ventriculaire, soit 75% de cycles comptés et faits à partir d'une fréquence cardiaque à 188 battements par minute en général. Donc, pour la TV, ça dépend de l'indication. Donc, en prévention primaire, un programme général métrologique ne préconise pas de programmation de zone de TV, sauf une zone de TV lente qui peut, sans thérapie, juste pour monitorage. Donc, en prévention secondaire, c'est un peu différent. On programme une zone de FV, bien sûr, et une zone de tachycardie ventriculaire, là, à 10 à 20 battements par minute, moins que la fréquence cardiaque de la TV clinique sur l'ECG de surface, avec un compteur de 24 cycles consécutifs. Et là, on doit compter 24 cycles consécutifs, et non pas, et c'est pas un compteur probabiliste comme pour la fibrillation ventriculaire, pour poser le diagnostic et donc délivrer la thérapie. Et donc, on comprend que si on a un seul cycle court, le compteur sera remis à zéro. Et c'est pourquoi on n'utilise pas des compteurs probabilistes pour les ondes de fibrillation, des compteurs consécutifs pour les ondes de fibrillation ventriculaire. Donc, exemple ici de la plateforme de Medtronic. Donc là, sur le GM, on retrouve une accélération brutale avec une tachycardie régulière où tous les cycles sont détectés dans la zone de TV. Donc, après 16 cycles en zone de TV, là, on aura TD, ça veut dire qu'il a détecté, qu'il a fait le diagnostic de TV. Si on avait un seul cycle classé sinusal, le compteur aurait été remis à zéro. On a dit que c'est un compteur qui est consécutif. On doit avoir des cycles consécutifs classés TV. Euh, donc, le diagnostic de TV est fait. Un ATP, donc, il est délivré. Donc, avec un retour au rythme sinusal. L'ATP ici, on a vu que là, on a un ATP, probablement c'est un burst parce qu'on a des séquences fixes et on n'a pas d'augmentation de la fréquence à- durant la stimulation antitachycardie. Donc là, la diagnostic de TV, thérapie par ATP, puis retour au rythme sinusal. Donc, le diagnostic, il faut savoir que le diagnostic de fin d'épisode, il est établi si on a 8 cycles consécutifs classés VS, ça veut dire sinus. Deuxième exemple de l'EGM de Medtronic. Donc là, un EGM, on retrouve une arythmie ventriculaire très rapide détectée en zone de fibrillation ventriculaire. Là, on a FS, 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 puis on a diagnostic de fibrillation. Donc le diagnostic de fibrillation a été fait après 12 sur 16 cycles, soit 75% de cycles comme toujours. C'est un compteur, c'est un compteur probabiliste. Donc là, il y aura la charge des la charge des condensateurs. Donc, charge des condensateurs. Puis là, il y aura, là, c'est euh, confirmation phase de confirmation. Euh, donc là, durant la phase de confirmation, il va confirmer que c'est une vraie fibrillation ventriculaire. Donc, il doit y avoir au moins 2 cycles en zone de fibrillation ventriculaire sur 5 pour dire que c'est une fibrillation ventriculaire. Et là, le choc va être délivré. Après le choc, il faut savoir qu'il y a une petite zone aveugle où le défibrillateur ne voit rien. Donc, après, il va voir s'il y a retour au rythme sinusal. Là, on n'a pas de retour au rythme sinusal. On va avoir un deuxième compteur de redétection. Ce compteur de redétection, il va être moins, et il va
Généralement, on va avoir un compteur plus bas que le premier compteur parce qu'on ne veut pas retarder le deuxième choc si le premier a été inefficace. Et donc, chargement des capaciteurs encore et thérapie de nouveau. Généralement, on a 8 chocs maximales qui sont possibles. Donc, il est très important de savoir qu'on programme un compteur probabiliste en zone de fibrillation ventriculaire, contrairement au compteur de tachycardie ventriculaire, parce qu'on sait qu'on peut avoir de la sous-détection ventriculaire durant une fibrillation ventriculaire qui peut remettre le compteur à zéro si on programme le même compteur que celui de TV. Et donc, on peut risquer de retarder la thérapie pour une arythmie grave. Donc, chaque constructeur a ses propres spécificités. Prenons l'exemple aussi de Boston Scientific. Donc, en prévention primaire, là, il y a toujours un compteur probabiliste dans la zone de fibrillation ventriculaire. Là, c'est 8 sur 10 intervalles classés comme fibrillation ventriculaire. Et la différence ici, c'est par rapport au programmateur de Medtronic, c'est qu'on a en plus des 8 sur 10 cycles, et il va attendre 2,5 secondes avant, 5 secondes avant de dire que c'est une vraie, avant de poser le diagnostic de fibrillation ventriculaire. Mais en prévention secondaire, on a la même chose qui s'applique en zone de fibrillation ventriculaire, mais la zone pour la TV, on a, on a une fréquence, on a une fréquence programmée à partir de 185 battements par minute de détection avec un compteur probabiliste en zone de TV. En plus de ça, Boston se base sur la durée. Donc, en plus de ce compteur probabiliste, il va compter 12 secondes après la détection initiale avant de délivrer une thérapie. Donc, ça, chez Boston, c'est des compteurs probabilistes, que ce soit pour la TV ou pour la FV. Donc là, on a l'exemple d'un tracé de Boston. Donc l'accélération en zone de TV. Après 8 sur 10 cycles en zone de TV, là, on a le marqueur V épisode. Ça veut dire qu'il a commencé qu'il a détecté une arythmie ventriculaire. Et là, il commence à compter une durée de 12 secondes. 12 secondes. Si l'arythmie il est soutenue, là, on aura le marqueur V-detect. Ça veut dire que le compteur, il a été rempli pour le diagnostic de tachycardie ventriculaire. Et après, on va avoir une délivrance de thérapie. Là, c'est un ATP. Probablement, c'est un burst vu la séquence fixe de stimulation. Et après, on aura un retour au rythme sinusal. Pour Abbott, c'est un peu plus compliqué et très différent de tous les autres constructeurs. Je vais expliquer pourquoi. Ce qui est recommandé déjà, c'est 30 cycles en zone de fibrillation ventriculaire. Et ce n'est pas un compteur probabiliste comme la majorité des autres marques comme on a vu. Ça, c'est une particularité de Abbott. Pour la TV, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose qu'en zone de FV. La programmation diffère juste sur la fréquence programmée. Donc, exemple ici pour vous montrer comment ça marche chez Abbott et comment c'est totalement différent pour cette marque. Déjà, les marqueurs. On a les marqueurs comme toujours, APVS. On a là des extrasystoles avec des ondes pérétrogrades, donc VS avec une onde pérétrograde. Mais on a en plus des périodes, des intervalles qui correspondent aux périodes réfractaires. Ces intervalles-là sont spécifiques de chez Abbott. Donc là, c'est les périodes réfractaires atriales et là en bas, c'est les périodes réfractaires ventriculaires. Là, c'est le Blanking post-atrial avec un trait en gras. Et le trait et le trait fin, c'est la pivarpe après le VS. Deuxième chose, c'est le marqueur petit trait. Ce marqueur petit trait, c'est une signature d'Abbott. À quoi correspond? Donc, chez Abbott, quand on a un cycle court, là, on a un cycle court qui doit être classé normalement en tachycardie chez la plupart des constructeurs. Mais là, il ne va pas être classé en tachycardie parce qu'il va comparer ce cycle court aux 4 cycles précédents. Et s'il trouve que ce cycle court comparé au moyen des 4 cycles précédents, s'il trouve qu'il y a une discordance, il va le classer dans une zone dite de transition. Donc, c'est une zone il va juste classer une zone de transition. Et là, on aura la même chose sur le cycle sur le prochain cycle. Et là,
Là, sur ce cycle, on aura le marqueur F. Ça veut dire qu'il a détecté ce cycle en zone de fibrillation ventriculaire. Et donc, parce que la moyenne des quatre cycles par rapport au dernier cycle court, ça correspond à une zone de tachycardie. Et on va commencer le comptage de 30 cycles, comme on a dit. Et donc, c'est un 30 cycles consécutifs et non pas un 30 cycles probabilistes comme pour les autres marques. Après, on aura charge des condensateurs et thérapie comme toujours. Donc, c'est quoi l'intérêt de ce marqueur en zone transitionnelle, ce petit trait? Donc là, par exemple, on a une fibrillation ventriculaire avec des signaux qui sont pas détectables par le DAI. Là, on a des signaux F, 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 mais là, ces signaux ne sont pas détectés. Et normalement, on doit avoir un VS ici parce que c'est un cycle lent. Chez tous les constructeurs, on aura un VS, mais là, on a un trait en zone transitionnelle parce que même si c'est un cycle lent, comparé aux quatre derniers cycles, comme le fait Abbott, il va comparer à la moyenne des derniers cycles, il va retrouver que c'est discordant et il va pas classer ce cycle en VS, il va continuer son compteur F, 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 et donc on comprend bien. On comprend bien pourquoi Abbott ne se base pas sur ce compteur probabiliste parce que cette fonction permet de s'en passer pour Abbott. Donc là, même si on a une sous-détection, on n'a pas le compteur qui est remis à zéro parce que là, il va classer ça comme une zone intermédiaire et une zone transitionnelle et non pas comme un rythme, comme un ventricule sinusal. Dans- 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 Donc, passons à la discrimination. Donc, le device va détecter déjà l'arythmie. On a vu comment il détecte, mais l'objectif pour le DAI, c'est quand il va détecter cette arythmie, il va dire, est-ce que c'est une arythmie aventriculaire ou une arythmie supraventriculaire? Et c'est l'essor des algorithmes de discrimination. Donc, pour cela, il existe plusieurs algorithmes pour discriminer entre l'attaque supraventriculaire et l'attaque ventriculaire. Donc, pour les défibrillateurs simple chambre, les critères de discrimination sont en nombre de trois: le débit brutal, la stabilité de fréquence et la morphologie des complexes ventriculaires. Alors que dans les DEF double chambre, la discrimination se fait euh, en plus sur le rapport AFV, et là, c'est plus facile parce que si on a plus de ventricules que des oreillettes, on a bien sûr le diagnostic de tachycardie ventriculaire et la thérapie va être délivrée. Le premier critère, donc, c'est le démarrage brutal. Il permet de ne pas traiter des tachycardies à accélération progressive et il est destiné à la discrimination des tachycardies ventriculaires des tachycardies sinusales. Il repose sur le principe qu'une tachy sinusale commence progressivement alors qu'une tachy ventriculaire, elle va débuter brutalement. En fonction des constructeurs, le calcul va être différent. Donc, ici, on a l'exemple de Biotronic qui calcule le cycle rapide. Là, on a un cycle rapide classé tachycardie ventriculaire. Et il va le comparer à la moyenne des quatre derniers cycles. Il faut savoir que ce critère est valable pour comparer une tachycardie ventriculaire d'une tachycardie sinusale et non pas pour différencier une tachycardie ventriculaire d'une fibrillation atriale ou un flotteur atrial. Deuxième critère, c'est la stabilité. Ça permet de ne pas traiter une arythmie irrégulière et c'est destiné à la discrimination d'une fibrillation auriculaire conduite. Il repose sur le principe que la conduction auriculoventriculaire d'une fibrillation atriale est généralement irrégulière et engendre une fréquence ventriculaire instable, alors qu'une tachycardie ventriculaire elle est généralement stable. Exemple ici du Medtronic et Biotronic. Donc là, quand le compteur de TV comptabilise au moins trois cycles rapides dans la zone de TV, donc un rythme est instable quand la différence entre le dernier intervalle et un des trois intervalles précédents est supérieur à l'intervalle de stabilité programmée. Là, on a en nominal ici à 40 millisecondes. Donc, si l'événement est classé comme instable, l'appareil va considérer qu'il s'agit d'une TSV et le compteur de TV va être remis à zéro. On arrive à un critère très important de discrimination qui est le morphologue.
comment ça marche ce morphologue. Donc, il y aura une comparaison des 8 complexes QRS de la tachycardie détectée à une morphologie de référence. euh, et si au moins 6 des 8 derniers complexes de Taki sont différents de la morphologie de référence, le device va poser le diagnostic de tachycardie ventriculaire et va délivrer la thérapie. Si ce critère n'est pas satisfait, le device indique que c'est une TSV et remet le compteur à zéro et ne délivre aucune thérapie. Ce morphologue repose sur un pourcentage de ressemblance. Donc, il va voir est-ce que le QRS en tachycardie, il ressemble au QRS de référence. Et on le programme généralement à une valeur supérieure à 85% en général, et ça diffère selon les constructeurs. Bon, parfois, on peut augmenter ces valeurs de ressemblance à plus de 90% pour des tachycardies ventriculaires qui ressemblent un peu euh, au QRS sinusal. Donc, le dernier critère est le plus simple, mais c'est pas possible, ce n'est possible que pour les défibrillateurs double chambre. C'est le rapport entre les oreillettes et les ventricules. Là, c'est évident. Si on a plus de ventricules que des oreilles que du A, c'est évident que c'est une tachycardie ventriculaire. Là, le diagnostic est facile et, et si ce critère est rempli, donc si ce critère, contrairement, si ce critère n'est pas rempli, là, c'est l'intérêt des autres algorithmes, notamment le défibrillateur, la stabilité et le morphone. Donc, les discriminations, on a parlé de la discrimination pour différencier une tachycarde ventriculaire d'une tachycarde supraventriculaire. Mais elle n'est pas faite que pour ça. Donc, le défibrillateur n'a pas comme objectif seul de différencier entre ces deux tachycardies, mais il a aussi comme objectif de différencier une vraie arythmie ventriculaire d'un bruit de sonde généré par une fracture, par exemple, de sonde. On sait que les impédances des sondes ne sont pas très fiables tout le temps pour la détection de fractures de sonde, et c'est pour cela que les constructeurs ont développé des algorithmes spécifiques pour faire la part des choses. Ici, on a par exemple l'exemple de l'algorithme Secure-Sense qui compare le canal bipolaire, ça veut dire entre distal VD à bac VD, donc la distalité du VD, euh, avec le canal unipolaire entre le boîtier et distal VD, donc appelé aussi canal de choc ou canal far-field. Donc, si on a des événements rapides qui sont présents sur le canal bipolaire et non pas sur le canal unipolaire, la thérapie, elle est inhibée. Il va suspecter une fracture de sonde ou un problème de sonde. Si les événements classés sont similaires sur les deux canaux, la thérapie va être délivrée. Donc là, sur ce tracé, on voit ici on voit le début de détection des signaux rapides sur sur le canal bipolaire, alors qu'ils ne sont pas détectés sur le canal far-field ou canal de choc. Donc, il considère que cet événement est probablement dû à un bruit de sonde et il va inhiber la thérapie. Donc, ça, RV Noise Signal, ça veut dire qu'il a suspecté que c'est des bruits plutôt qu'une vraie arythmie. Donc, que disent donc les recommandations sur la discrimination? Il est recommandé donc d'utiliser la morphologie seule pour les DAI simples Abbott, Boston, Biotronic et Medtronic. Pour Biotronic, on utilisera le morphomatch seul en cas de QRS fin et de signal far-field bien volté. Donc, on lui associera des critères de stabilité et de début brutal dans le cas contraire. Dans le cadre d'un DAI double ou triple chambre, on recommandera pour Abbott toujours l'utilisation de la morphologie Farfield qui sera utile dans les cas où les ventricules sont moins que les oreillettes. Pour Biotronic, on abandonne ce morphologue au profit d'un algorithme qui est appelé SMART qu'on va activer et qui s'appuie sur différents critères pour discriminer TV et tachycarde supraventriculaire, comme la fréquence atriale et ventriculaire, la stabilité de la fréquence atriale et ventriculaire, le rapport A et V et l'existence d'un début soudain de l'arythmie. Chez Medtronic, on associe le wavelet équivalent, qui est équivalent au morphologue, OPR logique qui associe plusieurs critères et principalement la comparaison de la fréquence atriale et ventriculaire. En résumé, la programmation, elle diffère, mais c'est les mêmes principes. Donc là,
Le défibrillateur a détecté l'arythmie au début, il a fait de la discrimination pour différencier une TV d'une TSV, et donc là, il faut qu'il traite cette arythmie. Donc, les défibrillateurs ont été historiquement développés pour réduire des arythmies ventriculaires malignes par choc électrique. Ce choc électrique, généralement, il est délivré entre le coil distal et le boîtier, et il est recommandé de délivrer plutôt un choc qui est dit biphasique plutôt que monophasique, ce qui permet probablement d'abaisser le seuil de défibrillation et de faire retourner le potentiel d'action à zéro. Il est recommandé également que l'amplitude de choc soit maximale dès le premier choc et que le nombre maximal de chocs soit fixe, limitant ainsi le risque de séries interminables de chocs délivrés en cas, par exemple, de thérapie inappropriée. Une des propres priorités de la programmation d'un défibrillateur est donc de diminuer la survenue de ces chocs électriques sans compromettre la sécurité du patient. Donc, il est en effet nécessaire d'adopter la méthode de traitement la moins invasive et la moins douloureuse pour mettre fin à l'arythmie. Le principe de cette simulation antitachycardie est de capturer l'arythmie et d'interrompre une TV organisée en pénétrant son circuit de propagation à travers les ventricules. Différents paramètres peuvent être programmés pour optimiser l'efficacité de ce type de thérapie. On peut programmer une séquence dite en burst, ça veut dire que la durée des intervalles est constante au cours de la même séquence, ou une séquence dite en rampe, ça veut dire que durant la même séquence, il y aura une diminution progressive des intervalles de stimulation jusqu'au couplage minimum et on peut programmer aussi le nombre de cycles euh, durant chaque séquence. Donc là, par exemple, on a 5 cycles durant chaque burst. Et finalement, on peut programmer le nombre d'ATP avant de passer au choc électrique. Quand on parle d'ATP, on associe à la TV. Mais l'étude Pain-Free a montré qu'une seule séquence de simulation anti-tachycardie permettait de réduire une proportion importante de tachyventriculaire rapide en zone de FV et permettait un bénéfice significatif en termes de qualité de vie en réduisant le nombre de chocs délivrés sans augmenter le risque de mort subite, de syncope ou d'accélération d'arythmie. Cet ATP est souvent délivré pendant la charge des capaciteurs, donc sans risquer de retarder le traitement par choc quand cela est nécessaire, mais elle peut également être délivrée avant la charge. Mais en revanche, si l'ATP est inefficace, cela va retarder un peu la délivrance du choc de quelques secondes et ce n'est pas très favorable. Et là, on arrive aux recommandations pour les thérapies. Donc, qu'est-ce qui est recommandé pour les thérapies? Il est recommandé de programmer une thérapie de défibrillateur avec une ATP en zone avec une seule ATP en zone de fibrillation ventriculaire, soit pendant, soit avant la charge pour les arythmies pouvant atteindre 230 battements par minute. De plus, il est préférable d'opter pour des programmations standardisées qui semblent offrir de meilleurs résultats que des programmations individualisées. Chez Medtronic, on a la probabilité de délivrer 2 ATP avant de délivrer un choc. Un ATP pendant la charge des condensateurs et un ATP avant la charge. Et cela est vrai et cela est possible si on programme une troisième zone appelée zone FAST-VT, qui utilise le compteur de fibrillation ventriculaire et permet de délivrer des ATP jusqu'à des fréquences allant à 230 battements par minute. Et finalement, les points de recommandation, ils restent un peu flous, notamment concernant la programmation des ATP dans la zone de TV. Il est généralement recommandé de programmer au moins une ATP dans toutes les zones impliquant des thérapies sans précision supplémentaire, de configurer cette ATP avec un cycle de couplage entre 85 et 88% et un train de stimulation d'au moins 8 stimuli, et finalement de favoriser des séquences en burst par rapport aux rampes. Et merci pour votre attention.